Oda a réussi à faire de son récit un véritable univers qui vit même quand le lecteur n'est pas là, même quand il ne raconte rien. Cependant, même s'il est évident de crier au génie quand on parle de One Piece, il y a quand même quelques défauts. Ici je pense par exemple aux personnages qui auraient dû mourir mais qui sont encore en vie, ou plus globalement au nombre de morts qui est assez ridicule. Mais pour cette vidéo, on va se concentrer sur un élément qui je trouve est complètement raté, mais que beaucoup de gens, et moi-même d'ailleurs, attendent avec impatience, les primes. Je trouve que le montant des primes ne sont vraiment pas cohérents par rapport à certains personnages. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais faire une liste de 5 personnages qui n'ont clairement pas la prime qu'ils méritent. Arlong apparaît pour la première fois au chapitre 69, c'est-à-dire au tout début de l'histoire. À ce moment-là, sa prime de 20 millions de berry est sûrement la plus élevée de toute la mer d'East Blue. À travers ça, Oda nous dit clairement qu'il est l'adversaire le plus puissant que Luffy est amené à affronter. Si à ce moment-là de l'aventure, cette prime est exceptionnelle, il suffit d'à peine une centaine de chapitres pour la rendre totalement dérisoire. Surtout quand on en apprend plus sur son passé lorsque l'équipage se rend sur l'île des hommes poissons. En effet, avant de se rendre sur East Blue, Arlong faisait partie de l'équipage de Fisher Tiger, qui n'était clairement pas inconnu des services du gouvernement mondial, puisque le capitaine est mort lors d'une embuscade de la marine. Et peu après ça, Arlong est revenu dans ce même village pour assassiner tous les habitants de l'île. Selon moi, à partir de ce moment-là, sa prime aurait déjà dû largement dépasser les 20 millions. Un personnage comme Kid, par exemple, a obtenu une prime de 315 millions en arrivant sur les archipels Sabondi, parce que lui et son équipage n'hésitent pas à inclure des civils dans leurs différentes attaques, comme le précise Shaki au chapitre 498. Mais évidemment ce n'est pas tout en ce qui concerne Arlong, puisque suite à ça, il a tenu tête à Kizaru et s'est fait envoyer dans la prison sous-marine d'Impel Down. En voyant tout ça, c'est impossible de se dire que sa prime ne vaut que 20 millions de berry. Et ce, même en prenant en compte la couverture que lui offrait Nezumi sur Kokoyashi. Pour moi, le plus gros problème des primes vient du fait qu'elles n'évoluent pas en fonction du personnage et de son passif, mais en fonction de là où en est Luffy dans son aventure. En arrivant sur les archipels Sabondi, Law a une prime de 200 millions de berry. C'est une somme relativement respectable à ce moment-là de l'aventure, puisqu'il vaut plus que la plupart des autres supernovas. Après les événements de Dressrosa, sa prime augmente de nouveau et atteint les 500 millions de berry. Mais pour moi, ça n'est toujours pas suffisant. Sur l'île des jouets, on en apprend plus sur son passé, et notamment sur son fruit du démon. Law possède le Ope-Ope-Nomi que Rocinante a volé directement aux mains du gouvernement mondial. Dans le flashback du chirurgien, on apprend que la valeur de ce fruit du démon est estimée à près de 5 milliards de berry. À mon avis, sa toute première prime aurait déjà dû atteindre des sommets dès l'instant où la marine a compris que les pouvoirs qu'il utilisait provenaient de ce fruit. Ici on ne parle pas d'un pirate qui a bien gentiment acheté ce fruit au gouvernement, mais bien du vol qui a eu lieu 16 ans plus tôt et qui a coûté très cher à ce même gouvernement. Ici on va rencontrer le même problème qu'avec le personnage qui arrive juste après, puisque ça devrait faire partie des personnages que la marine recherche en priorité, tant ils ont des capacités importantes. Mais on rencontre un autre problème, une prime trop élevée dès le début ne prendrait du sens que bien plus tard, et décrédibiliserait toutes les autres. Robin obtient à l'âge de seulement 8 ans une prime de 79 millions de berry. À ce moment-là, c'est une prime qui n'est vraiment pas mauvaise, c'est plus que Zoro et un peu moins que Luffy qui vient de battre Crocodile. Seulement, je trouve ça dommage que sa prime n'ait pas augmenté après les événements d'Alabasta. Même si la somme ne bougeait pas énormément, ça aurait eu beaucoup de sens avec l'enchaînement des événements d'Enies Lobby. Elle qui échappe au gouvernement depuis plus de 20 ans devrait voir sa prime augmenter au moment où elle refait son apparition. De plus, après s'être de nouveau échappée de l'emprise du gouvernement mondial sur l'île de la justice, sa prime aurait dû connaître une très grande augmentation. En effet, au moment où tout l'équipage se voit attribuer une prime, la sienne n'augmente que d'un petit million, la faisant passer de 79 à 80 millions de berry. Quitte à augmenter sa valeur, autant donner une réelle raison à sa capture. Aujourd'hui sa prime est de 130 millions, et on dirait que le gouvernement ne lui accorde plus aucun intérêt. Donc pourquoi pas? Mais si c'est le cas, pourquoi avoir envoyé des agents aux archipels Sabondi pour la capturer? On est en train de parler de Robin, la seule personne connue au monde à savoir déchiffrer les poneglyphes. Au chapitre 999, Big Mom a avoué vouloir la capturer, parce qu'elle n'est pas sûre que Pudding en soit un jour capable. En gros, on pourrait presque dire que Robin est le One Piece, puisque les capacités qu'elle est la seule à posséder sont évidemment essentielles pour se rendre sur Laugh Tale. Je suis d'accord que ça aurait été dommage de voir Robin avec une prime plus élevée, ou en tout cas au même niveau que celle de Luffy. Cependant, par rapport à la cohérence de l'histoire, l'archéologue est sûrement la plus grande menace que le gouvernement mondial puisse connaître.
Avec Fisher Tiger, on voit un peu le même problème que Robin et Law. En effet, le capitaine de l'équipage des Hommes Poissons a quitté le fond des océans pour escalader Redline à main nue afin d'affronter seul les dragons célestes et ainsi délivrer les esclaves qui y étaient retenus prisonniers. De là ont réussi à s'enfuir certains personnages qu'on connaît aujourd'hui, comme Boa Hancock et ses sœurs par exemple. Mais le plus impressionnant dans tout ça est qu'il a réussi à s'en sortir vivant. Suite à tout ça, la prime de l'ancien esclave n'était que de 230 millions de berries. À la différence des deux précédents, je ne vois pas sa prime atteindre des milliards. Mais selon moi, elle aurait dû être au moins 2 voire 3 fois plus élevée, puisqu'on parle d'un exploit qu'il a été le seul à réaliser depuis l'existence du gouvernement mondial actuel. C'est évidemment dû au même problème qu'on rencontre depuis le début de la vidéo, qui est que les primes évoluent en fonction de l'avancée de l'aventure et non en fonction du personnage et de ses actions. Et j'en parlerai plus en détail dans la conclusion, mais je pense qu'il aurait pu y avoir des solutions pour éviter ce genre de défaut. Fisher Tiger est aujourd'hui une légende pour n'importe quel esclave et ancien esclave, et aurait selon moi mérité une prime bien plus importante. Avant de mourir, la prime de Ace était de 550 millions de berries, et même si ça a longtemps été la prime la plus élevée qu'on connaisse, notamment avant l'ellipse, elle reste tout de même très basse par rapport aux autres bras gauche d'empereur. En effet, Ace était le commandant de la deuxième flotte de l'équipage du Yonko Barbe Blanche, et au vu de leur relation, il est clair que le frère de Luffy occupait un poste similaire à celui de Marco. Mais quand on regarde les autres Yonko, on voit très vite le problème. Chez Kaido par exemple, la prime de Queen est de 1,320 milliard de berries. Chez Big Mom, celle de Smoothie est de 932 millions et celle de Cracker 860 millions. Et toujours chez l'impératrice, il y a Perospero et Snack qui restent au-dessus du point ardent. Quand on voit ça, il est très difficile de se dire que l'équipage de Barbe Blanche était le plus grand prétendant au titre de roi des pirates. Aussi, j'aimerais faire une petite parenthèse, puisque récemment on a pu avoir beaucoup de nouveaux avis de recherche, notamment la prime de King, Marco ou encore Izzo. Et j'ai vu énormément de critiques par rapport au montant de ce dernier. En effet, le fourreau rouge et commandant de la 16e flotte de Barbe Blanche est recherché pour 510 millions de berries, et beaucoup l'ont comparé à la prime de Ace. Et je pense honnêtement que c'est bien la prime du frère de Luffy qui est bien trop basse par rapport à son grade. Mais rappelons tout de même que l'équipage de Barbe Blanche n'est pas classé par niveau de puissance, comme le précise Oda dans le SBS du tome 59. Qui dit qu'ils n'ont pas d'ordre hiérarchique entre eux, mais qu'ils sont au contraire tous égaux. Autrement dit, le commandant de la première flotte n'est pas forcément le plus puissant, et le commandant de la dernière flotte n'est pas forcément le plus faible. D'ailleurs, il est clair qu'une prime ne reflète pas le niveau de puissance, ni même le niveau de dangerosité. En réalité, les avis de recherche dans One Piece ne veulent pas dire grand chose, sauf pour Luffy et certains membres de son équipage, puisque c'est sur eux que se basent tous les montants du reste du monde. Un personnage comme Crocodile et sa prime de 81 millions n'a rien à envier à Doflamingo et ses 340 millions. Puisqu'on a pu le voir, ils ont pu se battre à égalité sur Marineford, même si c'est un peu différent pour les grands corsaires, puisque leur prime n'était plus active et donc n'évoluait plus lorsqu'ils exerçaient leurs fonctions. Cependant, il est clair que les primes n'évoluent qu'en fonction de l'avancée de Luffy dans Grand Line, et non en fonction du personnage, comme j'ai déjà pu le préciser au cours de la vidéo. Et c'est évident de se dire que si nous avions rencontré Arlong à Wano, sa prime se situerait plus entre 500 millions et le milliard de berries, puisque ce sont les montants qu'on retrouve actuellement. Et je pense que c'est quelque chose qui aurait pu être corrigé en établissant dès le début une limite aux avis de recherche, en dévoilant notamment celle des Yonko et de Roger. En les connaissant dès le début, il aurait été facile de se dire que 80 millions pour Robin ne valait au final pas grand chose. J'imagine que ce n'était pas quelque chose d'envisageable à ce moment-là de l'écriture, puisqu'Oda n'a sûrement pas prévu tout ce qui allait se passer dans l'histoire. Et en 24 ans, il a certainement eu d'autres idées et écrit son histoire en fonction de ses envies. Mais je pense tout de même que ça aurait été une idée qui aurait permis d'avoir des primes qui veulent dire quelque chose, puisque depuis qu'on connaît tous ces avis de recherche, on a une vraie idée du montant final que devrait atteindre la tête de Luffy et celle de son équipage. Aussi, la plus grosse déception que j'ai par rapport aux primes est qu'en plus de ne donner aucune information exacte sur le personnage, elles n'ont rien changé au voyage de Luffy. Au chapitre 96, en découvrant la première prime de Luffy, Nami précise qu'ils seront désormais la proie de la marine et des plus grands chasseurs de primes. Au final, à part dans l'arc Alabasta, l'équipage n'a jamais vu le moindre chasseur de primes, qui avait vraiment l'intention de les capturer. Pareil pour la marine, ils ont beau avoir Robin et des primes assez élevées, on ne les a jamais vus avoir de réels problèmes avec le gouvernement pour leur tête
mise à prix. La seule fois où une prime a été utile, c'est au chapitre 904 quand Bello Betty offre les 50 millions de barberoses aux habitants de Lulusia. À part ça, on n'a jamais vu le moindre pirate livré au gouvernement mondial. Et je trouve personnellement que ça aurait fait des entr'actes super intéressants, et de nouveaux ennemis pas forcément super puissants, mais qui auraient occupé au moins un voyage entre le cap des Jumeaux et Whiskey Peak, par exemple, ou pendant le trajet jusqu'au triangle de Florian. Évidemment, One Piece est une œuvre surchargée d'informations, et c'est difficile de rajouter des éléments comme ça. Et il est clair qu'Oda préfère donner des nouvelles du monde plutôt que de dessiner un combat, mais je pense que ça aurait été cool d'au moins en faire mention. C'est au chapitre 916 quand Luffy se retrouve contre Urashima qu'il est précisé qu'il est invaincu au combat de sumo face à Usopp. Évidemment, on ne les a jamais vus se battre, mais on sait qu'ils ont eu lieu. Du coup, j'aurais bien aimé avoir la même chose avec un chasseur de primes. Par exemple, en ouvrant un journal, Nami pourrait dire « Oh what the fuck, il était trop fort ce chasseur de primes, on a eu tarpin de la chance !» avant de lire une info importante sur le monde. Je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais dire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter ou même à mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Et comme d'habitude, je fais une vidéo tous les jeudis à 18 h, donc je vous dis à la semaine prochaine.